con, il perd les pédales, je rêve, putain, c'est pas vrai. C'est toi qui vas te le farcir le trou, je te préviens, c'est toi qui creuses. J'ai plus de chaux vive, alors mon con, tu vas Je m'en crever. fous, mais alors je le creuserai ce putain de trou, hein. J'en ai rien à foutre. Pourquoi, c'est le premier trou que je creuse? C'est pas la première fois que je creuse un trou de merde. Où elles sont les pelles? Salut à tous, c'est l'écran fou, et aujourd'hui, spoiler fou, puisque vient de sortir l'épisode 3 de Willow. Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait évoqué les 2 premiers épisodes de cette série, qui faisaient suite au célèbre et cultissime film de 88 pour en proposer une vision suffisamment woke pour atteindre l'overdose, avec des personnages cons au possible et une intrigue qui sent bon le recyclage de tous les clichés et codes du film, plutôt que de proposer un minimum d'inventivité. Donc on y apprenait qu'après la défaite de Bavmorda, Willow a eu des visions. Alors pourquoi, étant donné qu'il n'a jamais eu de prédisposition divinatoire avant? Eh bien, parce que, enfin en tout cas, si vous n'avez aucune explication, sachez que les scénaristes non plus, ben oui, parce qu'ils y avaient pas pensé. Donc des visions d'une force maléfique qui reviendrait d'outre-tombe pour attaquer le royaume et s'en prendre à Elora Danan, donc la future impératrice de ce royaume. Du coup, on a caché à la jeune fille son identité à tous et à elle-même pour la protéger. 20 ans plus tard, Sorcha a établi l'harmonie dans le royaume de Tiraslin en éduquant autant qu'elle peut ses 2 rejetons, et autant le dire, elle peut pas beaucoup, visiblement, tellement ils sont insupportables, jusqu'à ce que des villans méchants pas beaux viennent les attaquer à la recherche de quelqu'un en particulier. Donc Dylan, celui que l'on a cité sous ce nom, donc le fils de Sorcha, est enlevé par ceux-ci. C'est alors qu'une équipe se constitue pour aller le sauver, à savoir l'armée des Woke, mais comme la situation semble faire écho à quelques visions qu'a eu autrefois Willow, l'équipe part en direction du village des Nelwyn à sa rencontre. Et comme ils n'ont pas assez eu d'emmerde comme ça, la jeune boulangère du royaume, et qui est amoureuse de Dylan, au point de vouloir le sauver des mains de l'ennemi, sûrement en leur donnant des coups de baguette campagnarde, elle vient gonfler les rangs de notre équipe. Arrivée au village des nains, Willow apprend à la boulangère qu'en vérité elle est Elora Danan. Donc le nain de lui expliquer par ailleurs qu'il doit la former à la magie afin de se préparer à la menace qui arrive. Du coup, outre tous les aspects débiles, on s'accorde à reprendre la route pour sauver Dylan le branleur, tout en profitant du trajet pour démarrer l'enseignement d'Elora, ce qui est particulièrement con dans le sens où, en fait, on emmène celle qui est vouée à sauver le royaume au plus près de l'ennemi qui depuis le début cherche à mettre la main dessus. Bref, c'est complètement stupide. Manque de bol, alors qu'elle s'entraînait justement à la magie toute seule dans son coin, Elora se fait kidnapper par Jean-Mimi, donc le chef de la garde de Tiraslin, qui a été dépêché par Sorcha de le retrouver, mais qui hélas a changé de camp à cause d'un envoûtement de l'ennemi le soir de l'attaque du château. Voilà, et donc, est-ce que ce 3e épisode promet de répondre favorablement au niveau de débilité et de médiocrité de ces 2 premiers opus? Sommes-nous face à la nouvelle série Bisounours signée Disney+? Est-ce que Mickey confirme-t-il davantage cette envie de saccager un peu plus des classiques pour en livrer du McDo? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et on commence avec Cunhet Arkin, donc vous savez, l'ancien prisonnier, qui nous raconte l'histoire de la création de la fameuse cuirasse magique. Et en gros, on nous montre vite fait ce qui s'est passé il y a à peu près 10 000 ans, et c'est une affaire de famille où un homme a voulu faire abdiquer son frère pour pouvoir prendre le trône. Du coup, la mère, qui était une fée forgeron, rien que le concept de fée forgeron, déjà, ça envoie du bois, quoi. Donc, fée qui a sculpté une cuirasse magique à son fils, héritier du trône, et donc cuirasse magique qui s'active grâce à une clé magique. Alors, je vous la fais en 1000, la clé magique, en gros, t'as l'impression que c'est le réacteur arc de Iron Man, s'il te plaît. Sauf que l'histoire saoule Marlène, parce que, elle, ce qu'elle veut savoir, c'est ce qui est advenu à son père, ce qui fait que là, on est à seulement 2 minutes 45, résumé des 2 épisodes précédents et générique inclus, et Marlène est déjà casse-couille. Ça commence très très fort. Du coup, Cunhet Arkin, un peu vexé, lui dit que de toute façon, les jeunes, vous êtes trop cons, et vous savez pas apprécier les choses, ce qui est un peu vrai, mais là, franchement, vu comme il le dit, on croirait que ça se passe à notre époque, quoi. Avec les jeunes de cette génération, sérieux. Néanmoins, on s'inquiète rapidement de ne pas avoir vu Elora depuis quelques temps, et Marlène, qui ce matin se sent d'humeur plutôt insupportable, voire même plus que les autres jours, décide d'honorer son quota d'insanité. Pourquoi pas une laisse dans le cul, c'était plus simple? Ok, donc toi, c'est comme ça que tu parles de ton impératrice. C'est fabuleux, quoi. Et sachez quand même que Marlène Schiappa est l'une des héroïnes, mais elle est imbuvable au possible à chaque présence à l'écran. Je sais même pas comment, en pré-production, on peut valider des scripts pareils qui proposent de tels caractère development pour des héros, quoi. Je ne comprends pas. Bref, du coup, on cherchait Elora partout, jusqu'à ce que Marlène se met à découvrir la plante qui avait poussé dans l'épisode précédent, grâce justement à la magie d'Elora, et donc plante qui a énormément grandi au point de s'apparenter à un arbuste. Et donc Marlène qui comprend enfin que on lui a pas raconté que des conneries depuis le début, la magie ça existe vraiment. Sauf que Jade, donc la copine de Marlène, tombe sur Jean-Mimi qui était en train de ligoter Elora inconsciente à son cheval. Mais Jade, qui est peut-être la moins con de tout le groupe, visiblement, sent bien qu'il y a baleine sous gravier et s'apprête à croiser le fer avec Jean-Mimi, donc qui était son ancien coach.
quand Willow arrive pour calmer l'ambiance, jusqu'au moment où tout le monde arrive à la rescousse, et bah là, Jean-Mimi est bien emmerdé face à toute cette team de bras cassés, mais c'était sans compter justement sur ses potes qui arrivent eux aussi pour le soutenir. Bon, en même temps, ils étaient pas loin, ils étaient juste planqués sous un brin d'herbe 20 cm derrière les godasses de nos héros. Et s'engage ainsi une bataille d'une ampleur incroyable en 3 contre 3, où on tape dans le vide, hein, mais comme ça tournoie dans tous les sens et tout, chacun dans son coin, ça fait illusion d'un spectacle de grande envergure. Willow décide de lancer un sort qui provoque un brouillard, ce qui permet à tous les méchants de se faire la malle, mais en emmenant Elora en 2 secondes montre en main. Donc à quoi a servi ce sort? On n'en sait rien, puisqu'au final ça a juste aidé l'ennemi. Donc voilà, 10 secondes plus tard, le brouillard se dissipe et visiblement Jean-Mimi et son équipe ont déjà 5 km d'avance, en 10 secondes, hein, c'est super, et on somme Marlène, Jade et Cugnette Arkin de partir devant pour les traquer, vu que Willow, son pote, l'homme tronc et le jeune prince Paki, que nous appellerons Apu, suivront derrière avec la chariote qui sera effectivement beaucoup plus lente. Mais arrivé un moment, tout le monde décide de s'arrêter pour contempler un nuage, hein, parce que c'est plus important que de sauver l'impératrice dont le sort du royaume est entre les mains. Là, on découvre que Apu compense son côté flippette ultime par une connaissance très aiguisée du monde ennemi, et voire un peu trop d'ailleurs. Bref, le jeune homme, lui, il a tendance un petit peu à s'inquiéter pour Elora et a peur que l'ennemi la tue, mais Willow le rassure en estimant qu'ils ne la tueront pas car de toute façon son âme finirait par survivre, mais que en gros, ce qu'ils veulent, c'est bannir son âme de ce monde, comme a voulu le faire Bavmorda, afin de l'enfermer dans un monde de ténèbres. Elora, de son côté, a réussi à se détacher de ses liens parce que visiblement Jean-Mimi est pas très doué en bondage et décide de se cacher dans une petite forêt voisine. Mais comme il faut pas que nos héros rattrapent l'ennemi trop rapidement, eh bien le scénario a décidé de planter une caillasse sur leur route, ce qui pète une roue de la chariote. Alors manque de bol, Willow et sa magie ne sont d'aucune utilité pour aider, hein, parce qu'en fait il a pas envie. Déjà qu'il lance des sorts foireux. Hein. Du coup, pendant ces réparations, Marlène et Jade tentent de s'expliquer enfin depuis leur dernière dispute. Et là, effectivement, elle comprend qu'en vrai, si elle gagnait, c'est parce que Jade lui cédait la victoire, ce qui fait bobo à son petit cœur, mais fout surtout une méga roustasse à son ego de merde, et nous, en tant que spectateurs, on jubile à mort. Là, pendant ce temps, Elora s'engouffre davantage dans la lugubre forêt pleine de brume, extrêmement noire, où la verdure des arbres a totalement disparu, et finit par tomber dans un remake de Brokeback Mountain avec un couple de fans cow-boys en jean. Alors attendez, il y a eu une erreur au montage et ça n'a pas été vérifié avant la diffusion de la série ou quoi? Ou peut-être qu'on a changé la série en cours de route pour mettre du western et on m'a pas prévenu? Enfin, je sais pas, je croyais que je regardais de l'heroic fantasy quoi. Enfin bref, donc on est chez les femmes cow-boys dont une est juste insupportable et à ne faire que jacter non-stop. Ah et oui, accessoirement, donc la brume qui avait inondé la forêt s'arrête pile à la limite de la propriété pour faire place à une atmosphère ensoleillée et verdoyante. Hein. Oui, comme ça, en seulement 1 mètre de distance parcourue. Voilà. De leur côté, nos héros se chamaillent pour savoir quel chemin emprunter. Donc en gros, là, on assiste à un montage hypercut. Où on alterne les intrigues à un rythme de 2 minutes max. C'est absolument affreux. Bref, Willow explique que le vortex va ouvrir une porte vers une autre dimension et que si l'ennemi y mène Elora, elle sera perdue à jamais. Et c'est à ce moment que Willow se met à avoir une vision douloureuse. Elora, de son côté, oui, parce que bon, ça fait déjà 2 minutes qu'on était avec nos héros, il faut passer à la suivante. Hein. Donc Elora, ayant fini par convaincre les 2 foldingues qu'elle est bien l'impératrice, justement, elles sont prêtes à lui prêter main forte. Quand Jean-Mimi arrive, du coup, bataille, la foldingue prend Jean-Mimi pour une bûche, sauf que Jean-Mimi ne meurt pas, Jean-Mimi ne meurt jamais, et du coup, il l'embroche. Fin de l'histoire. Voilà, on a passé 5 minutes à se concentrer sur un personnage dont on a appuyé le caractère et la personnalité, hein, pour bien nous la présenter, tout ça pour finalement la faire canner de la manière la plus con possible au bout de 5 minutes sur une série de 8 heures. C'est extraordinaire. Les 2 autres finalement se barrent en courant mais se font rattraper hein, à l'orée de la forêt. Comme l'autre cowgirl ne sert strictement à rien. Il éclaté sa mère. Voilà, elle aussi, elle y passe, merci, au revoir. Et Elora d'être à nouveau entre les mains du groupe de Jean-Mimi. Donc là, en gros, on vient de nous planter un rebondissement qui n'a servi strictement à rien, puisque là, tout ce qui s'est passé en 15 minutes de temps a permis de partir du point A pour aller au point A, quoi. C'est fabuleux. On nous a servi 15 minutes totalement inutiles pour combler une durée d'un épisode et lui permettre d'atteindre 45 minutes. Vous vous rendez compte un petit peu de la nullité de l'intrigue, quoi.
Alors du côté de nos héros, on s'est séparés en plusieurs groupes pour tenter de retrouver Elora, et d'un côté, Cunha Tarkin et Marlène ont décidé de faire équipe. De leur côté, Apu et Jade tentent de sortir la chariote de la gadoue qui l'a enlisée, parce que bon, une roue qui pète, c'était pas suffisant, hein. Il fallait encore retarder un petit peu l'échéance. C'est con parce que Cunha Tarkin, il avait un fer à cheval dans son froc, bah, s'il leur avait prêté, même s'ils sont pas très bons, ils en seraient peut-être pas là. Et du coup, bah, ça se met un peu à douter de la magie de Willow, hein, tandis que lui, bah, il explique à son pote bah, que s'il se ménage d'utiliser ses pouvoirs de sorcier, bah, en fait, c'est parce qu'il doit les conserver pour la bataille finale. Quand soudain, comme ils savent pas trop où ils doivent aller depuis un moment, eh bien le scénario se propose de les aider en balançant une seconde vision à Willow, lui permettant ainsi de savoir où l'ennemi emmène Elora. C'est quand même bien foutu, hein. Ou alors faut quand même le rappeler, mais on a quand même dépassé la moitié de l'épisode, et pour le moment on a vu des plaines, de la forêt, une cabane en rondin. Bon, il est peut-être temps un petit peu de justifier le budget quand même, merde. Et donc là, Cunha Tarkin et Marlène arrivent à... oh bah ça, une vieille auberge. Enfin bon, on va se calmer, hein. Il s'agit en fait de ruines d'une vieille auberge, donc quelques cailloux empilés les uns sur les autres, des bâtons plantés en croix, et puis voilà quoi, faut quand même pas déconner non plus quoi. Et donc bah, il s'agissait de l'auberge dans laquelle allaient autrefois Cunha Tarkin et Mad Martigan lorsqu'ils faisaient équipe, en quête justement de la cuirasse magique, et dont le proprio aurait conservé un secret lié à la fameuse cuirasse. Alors finalement, quand on voit l'état de l'auberge, on voit ce que ça lui en a coûté au mec, hein. Et Cunha Tarkin qui voit à proximité d'eux une grotte. Du coup, il se jette dedans, et à l'intérieur, effectivement, de celle-ci, se trouve un puits. Oh bah voyons, qu'est-ce que ça pourrait bien être des ragarous? Oh, sûrement une sorte d'éléphant avec des nageoires, hein, au vu du nom. Putain, mais qu'est-ce que ça peut être con, quoi. Enfin bref. Et donc, quelques minutes après, c'est Jean-Mimi et sa bande qui arrivent à l'auberge en ruine, hein. Oui, puisque jusque-là, ils étaient devant, hein, et ont tout fait pour ne surtout pas se faire rattraper, d'autant que la chariote pétée a contribué aussi à conserver cet écart, hein, rappelons-le tout de même, et maintenant, finalement, bah, ils se retrouvent derrière les héros. C'est quand même absolument génial de cohérence, hein. Ah non, mais là, c'est du high level. Et donc, Jean-Mimi explique bah, qu'en gros, ils doivent grimper la montagne, mais... Et donc Elora qui décide d'attaquer l'ennemi à base d'un geste d'une brutalité absolument dingue. Regardez-moi ça. Ah ouais, non, mais c'est puissant, hein. Je vous la remets. Attention, vous êtes prêts? Et encore, ça va parce qu'au final, tu constates que ça a brûlé la gueule du mec. Donc visiblement, elle a de la magie en elle. Mais si elle avait pas eu de magie, est-ce qu'elle s'imagine franchement que ça aurait fait l'affaire? Enfin bref, passons là-dessus. Et donc oui. Et devant cet air con face à des mecs qui chient autant dans leur froc qu'un constipé qui aurait sniffé une boîte entière de smecta, Elora de réciter le seul sort qu'elle connaît, hein, qui, rappelons-le, lui permet de faire pousser des graines. Merci. Ouais, mais sauf que là déjà t'as pas de graines, et puis ensuite, en quoi tu crois que de faire pousser un arbre ça va être utile face à 3 soldats envoûtés par une force maléfique, meuf? Non mais vraiment, c'est laborieux hein, quand même. Hein. Et comme il se passe que dalle, mais en même temps on s'en doutait, hein, là tu te dis que bah on peut rarement faire aussi fort en matière de honte pour une héroïne. Heureusement la clique de héros en chariote arrive, et là comme Jean-Mimi s'entête à vouloir rester méchant malgré la tentative des héros de l'aider, et notamment Jade, qui autrefois comme je le disais était son apprenti, et bien cette dernière décide qu'il faut en finir avec lui. Pendant ce temps, dans la grotte, Cunha Tarkin a trouvé, planquée dans le puits, la clé qui active la cuirasse, mais qu'il se garde bien de prévenir qui que ce soit, donc il se la planque sous le manteau. Donc là déjà, tu sens le mec pas forcément très réglo, et tu comprends peut-être la raison pour laquelle, eh bien lui est revenu de la quête de la cuirasse magique, et pas Mad Martigan. Manque de bol, au moment où il espère que Marlène Schiappa va le remonter du puits, eh ben elle doit faire face justement à eh oui, un éléphant avec des nageoires. Donc oui, vous avez compris mon sarcasme, mais il s'agit bien d'un fameux ragarou, sauf que bah, si elle fait la maline parce qu'elle l'a zigouillé en 5 secondes chrono, c'est sans compter sur le fait que bah, finalement il en sort d'un peu partout. Et donc là, on passe au groupe dehors pour 2 petits coups d'épée, juste histoire de faire en sorte que le plan suivant, on revienne à la grotte avec Cunha Tarkin qui a réussi à remonter le puits grâce à la magie des scénarios de merde, alors que bah, les ragarous se sont dit que ce serait complètement débile d'attaquer les héros pendant un moment de faiblesse, hein, et sauf que le scénario leur a interdit d'agir avant, parce que bah, sinon bah, nos héros seraient morts.
Voilà, merci, au revoir. Signé Tarkin et Marlène Schiappa décident finalement de sortir en speed de la grotte poursuivis par des ragarous par dizaines. À la sortie du tunnel, ils arrivent à la rescousse de leurs amis en difficulté tandis que le scénario a fait disparaître les ragarous, merci. Pendant ce temps, il faut savoir que la série s'appelle Willow, mais c'est le seul qui branle absolument rien, hein. Ça c'est extraordinaire. Donc bon, on lui somme quand même d'user un peu de sa magie, mais il se dit que c'est pas le moment, hein. Donc on a affaire à un combat chiant à mourir, en plus qu'on n'y voit absolument que dalle parce qu'il fait noir, tout est trouble, il n'y a aucune netteté, c'est mal éclairé, c'est absolument dégueulasse. Mais comme tout le monde est en train de se prendre une méga rouste, eh bien le scénario fait signe à Willow que ça y est, il est peut-être temps d'agir via ta magie et le Nelwyn de lancer un sort avec sa canne magique. Ah, enfin! Non mais putain, il aura fallu attendre presque 3 heures quoi. Hein. Et donc, effectivement, ce sort repousse l'ennemi au point de le désensorceler, sauf que Willow n'a plus rien dans le sac. Manque de bol, son pote l'homme tronc meurt dans la bataille, histoire de faire un petit peu pleurer dans les chaumières, hein, même si de toute façon on s'en foutait un petit peu, et que bon, il n'avait pas vraiment une grande utilité en tant que guerrier avec une longueur de bras équivalente à la taille de mes panards. Donc voilà. Pendant ce temps, Jean-Mimi a retrouvé ses esprits et explique qu'Elora, en fait, elle est la seule à pouvoir sauver le monde face à la sorcière ancestrale. Et donc, comme il est redevenu gentil, il somme à Jade de... Mais pourquoi? Pourquoi, putain, t'es guéri? Bon, ok, t'es devenu moche, mais t'es guéri. Mais c'est un non-sens total, quoi. Bref, de tout ça, ce qu'on comprend, c'est que Willow, qui au départ prétendait que le combat était perdu d'avance, à lui seul, il a sauvé en un sort la situation et s'est débarrassé de leurs ennemis, qui finalement les aurait encore handicapés sur leur route s'il n'avait pas agi à base de son sort. Du coup, tout le monde essaye de se mettre d'accord sur la route à emprunter, et puis Tarkin préconise un sentier, dont le nom est pas forcément très rassurant, mais Willow est pas trop de cet avis. Et vous savez pourquoi il est pas d'accord? Eh bien, sachez que vous n'en saurez pas plus. Oui, parce que ça a beau s'appeler Willow, hein, en 3 heures de temps, il a livré un tour de magie. Ça suffit, il faut pas en demander trop non plus. Hein. Et puis, parce que, scénaristiquement parlant, nous dire pourquoi il faut pas emprunter ce chemin, c'est révéler les potentielles péripéties qu'il risque de traverser, et donc, du coup, il choisira un autre chemin, plus court et moins dangereux, qui écourterait la série à 5 épisodes au lieu de 8, et bon, comme il faut respecter le canevas de 8 épisodes, hein, du coup, il vaut mieux leur faire emprunter le chemin de merde, merci. Eh oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne, le remplissage dans les séries. Donc effectivement, Willow ne dira rien. Du coup, ils empruntent le fameux chemin et on découvre que c'est celui que Willow avait vu dans ses visions quand Elora était encore prisonnière de Jean-Mimi. Autrement dit, Willow a préféré ne rien leur dire et les laisser suivre la route qui mène à l'ennemi. Donc vous savez, cet ennemi qui cherche à mettre la main sur Elora. Hein. Donc voilà quoi. Pourquoi finalement, en tant que méchant, s'emmerder alors que finalement, Elora vient directement à eux en respectant les visions de Willow qui nous expliquait dans l'épisode 2 que ce chemin mènerait à un destin funeste autant pour elle que pour le royaume. Donc voilà, en gros je vous résume le truc d'une autre manière, c'est comme si Willow avait eu une vision disant qu'il ne faut pas aller dans une piscine parce qu'elle est remplie de requins affamés même si personne ne le voit, et que les mecs lui disent « Ah bah tiens, si on allait dans cette piscine !» Non, il ne faut pas. Pourquoi ? Ok, 0 réponse. Bon écoute, si t'as pas d'explication de la raison pour laquelle faut pas aller dans cette piscine, on peut y aller. Bon allons-y. Donc voilà, concrètement c'est ça. Putain, sans déconner, mais c'est scénarisé par des gamins de 14 ans, quoi, c'est pas possible. Donc manque de peau, il y en a un qui s'écroule justement sur le chemin, c'est Apu parce qu'il a été infecté par un des soldats durant le combat. Et là on découvre qu'on est sur la route de Nockmaar, donc l'ancien château de Bavmorda, au-dessus duquel se trouve le Vortex. Donc on comprend finalement que Bavmorda va être de retour, hein. On n'allait pas créer un nouvel ennemi original, quoi. On n'est pas là pour faire de la créativité, quoi. Tout ça pour finir sur un générique d'un épique encore plus percutant, hein, avec une chanteuse qui s'exclame sur un bon gros morceau de métal. Oh là là là. Bref, voilà, via ce 3e épisode, on sent bien que tout le monde semble persister dans la connerie, hein, et pire que tout, Marlène Schiappa semble même avoir contaminé les autres personnages de sa débilité au point que ça rayonne même sur les scénaristes, le tout dans une atmosphère chevaleresque et d'aventure palpitante, hein, n'est-ce pas? Et franchement, quand on pense que là, on a déjà 3 heures de programme, soit quand même 1 heure de plus que le film de 88, qui finalement, lui, passe pour un chef-d'œuvre absolu sur le plan de l'intrigue, sur le plan scénaristique, hein, vu que ici, ça n'a aucun putain de sens en plus de ne rien raconter. Hormis de se répéter à chaque fois sur les mêmes spéculations. Bref, on a hâte de voir comment Disney a pu démolir davantage le sujet avec les prochains épisodes, hein, notamment le prochain, puisque on arrivera à mi-saison, donc on fera évidemment la review de cet épisode, et puis on fera un petit bilan. Donc voilà, il ne reste plus qu'à patienter un peu moins d'1 semaine. Franchement, moi je suis hypé, vous n'imaginez même pas. Ça me booste bientôt plus qu'un Avatar 2 qui va sortir le même jour, dites-moi. Voilà, bref, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Émancipation. Il fallait trouver Training Day, sorti en 2001 et réalisé par Antoine Foucault.
Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!